connue sous le nom de place CP1. Et notamment, cette fois-ci concernant l'incident du 12 avril à Yopougon, bien qu'il ait dit que, et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur cela, il est dit que M. Blé-Goudet avait déjà fui au Ghana au moment de cet incident. Sa contribution a précédé la réalisation du crime, en ce sens qu'il s'était engagé dans des efforts importants pour mobiliser la jeunesse, tout particulièrement à Yopougon, pour exercer une violence contre les civils. Deuxièmement, il a prononcé des discours et fait des déclarations publiques devant les membres de la jeunesse, des milices et devant les mercenaires. Suite à la structure, donc, et du fait de la structure même des forces pro-Gbagbo, le rôle de M. Blé-Goudet dans l'entourage immédiat et son autorité sur les composantes des forces pro-Gbagbo lui ont permis d'amener ces forces à contribuer au crime. Concernant l'intention de M. Blé-Goudet et sa connaissance des faits, il a participé à la conception du plan commun et y a contribué en pleine conscience des conséquences, c'est-à-dire du fait que seraient perpétrés les crimes retenus ici et la préparation de ces crimes. Deuxièmement, les ordres dans le cadre du 25.3b, les dépositions montreront que M. Blé-Goudet avait un poste d'autorité sur les jeunes pro-Gbagbo. Il était général, il était reconnu comme leur général et il les traitait comme ceux-ci le traitaient comme leur dirigeant, leur chef de file. Même les chefs de file des jeunes, lorsqu'il y avait une lutte interne, ils continuaient à suivre son message, à agir sous ses ordres. M. Blé-Goudet a également engagé et encouragé les forces pro-Gbagbo à commettre les crimes qui nous intéressent en les encourageant, en les excusant et en légitimant leur conduite criminelle. Et je vous renvoie aux mémoires préliminaires pour davantage de détails sur ces modes. M. Blé-Goudet et l'encouragement donné par l'encouragement moral de M. Blé-Goudet pour amener les auteurs à aller dans ce sens est également ce qui explique les modes de responsabilité dans le cadre de l'article 25.3c et le fait qu'il ait cherché à les aider et apporter son aide et son concours. En outre, il a également apporté un encouragement et a donné son approbation aux crimes commis, ainsi qu'à apporté un soutien matériel sous forme de soutien financier, de formation et d'armement. Monsieur Blé-Goudet a également cherché à aider à la commission des crimes et était conscient que sa conduite aiderait les auteurs. Et enfin, dans le cadre du 25.3d, la conduite de M. Blé-Goudet a constitué un encouragement moral et un soutien matériel ou une aide aux groupes de personnes qui ont agi dans un objectif commun et qui ont commis les crimes qui nous intéressent. Les circonstances factuelles décrites plus haut s'appliquent également à ce mode de responsabilité. Là encore, nous faisons référence à notre mémoire préliminaire. Et en conclusion, Madame, Messieurs les juges, je voudrais vous dire que dès à présent, au début de notre présentation des moyens à charge, nous appellerons 6 témoins de ces crimes, 6 hommes et femmes ivoiriens qui raconteront leur propre histoire, l'histoire de leurs blessures et des pertes subites, et qui sont le résultat des crimes dont sont accusés ces deux accusés. Et les dépositions dans cette affaire montreront, au-delà de tout doute raisonnable, que les deux accusés sont individuellement et pénalement responsables de ces crimes et de tous les crimes dont ils sont accusés. Madame, Messieurs les juges, les moyens à charge de l'accusation et rien d'autre dans cette affaire parleront d'eux-mêmes. Merci. Thank you, Mr. McDonald. Thank you to... Le juge président, je vous remercie, Monsieur MacDonald, et je remercie le bureau du procureur. Avant de donner la parole à la représentante légale des victimes, je voudrais juste vous donner lecture d'une décision orale au sujet de la question des autres témoins, parce que c'est une question qui a été laissée pendante, et je pense que le moment est venu de rendre une décision maintenant. Donc, avant de donner la parole à la représentante légale des victimes, la Chambre va maintenant rendre une décision orale eu égard à l'ordre de comparution des témoins. C'est la décision
qui a été appelée la décision relative aux autres témoins. Il faut absolument rendre cette décision aujourd'hui et maintenant afin justement d'assurer l'efficacité de la procédure et compte tenu de la complexité des mesures logistiques qui doivent être prises et qui sont de la responsabilité de l'unité des victimes et des témoins. Cette décision vous donnera également sera en fait le premier exemple d'un exercice concret de gestion du procès de la part de la Chambre, car cette Chambre est déterminée à exercer cette capacité et cela émane des principes généraux d'oralité, d'équité, de célérité, droit de la défense, etc., dont j'ai parlé hier. Le 21 janvier 2016, le procureur a notifié la Chambre, les parties et les participants de son intention de modifier l'ordre de comparution des témoins tel que suit. Premièrement, le témoin P0187, qui avait été considéré comme un témoin alternatif et qui devrait être appelé comme le 5e témoin, et ce, au lieu du témoin P398. Il avait également été dit en deuxième lieu que le témoin P579, qui avait été au départ considéré comme un témoin alternatif, serait convoqué comme le 7e témoin et donc avant le témoin P369, dont la déposition avait été prévue au départ en 7e position, mais qui ne pourrait pas être terminée avant la première interruption du calendrier des audiences de la Chambre. La défense de M. Gbagbo a soulevé des objections à ces changements en avançant que cela s'apprête les droits de la défense du fait de la préparation. La Chambre constate que, comme cela a été indiqué par la défense de M. Gbagbo, ce concept qui consiste à faire appel à d'autres témoins, a été présenté par le procureur de sa propre initiative et non en respect d'une ordonnance rendue par la Chambre. Comme cela a été déclaré lors de la conférence de mise en état convoquée le 14 janvier 2016, et il s'agit d'une question de principe, ces témoins qui sont des témoins alternatifs devront être entendus avant que les 20 premiers témoins aient terminé leur déposition. Et je cite moi-même, car cela doit être consigné aux fins du compte-rendu d'audience. Donc, ces témoins devraient être entendus même à la fin, afin de donner à la défense le temps suffisant pour se préparer. Cela est absolument clair et nous allons nous assurer que cela sera le cas. Ne vous préoccupez pas, maître Altit. Fin de la citation. Effectivement, la Chambre a demandé et a ordonné à l'accusation d'indiquer quels seraient leurs 20 premiers témoins à charge, ainsi que l'ordre de comparution de ces témoins, et ce pour faciliter non seulement les préparations de la défense, mais également les préparations de la Chambre. Et ainsi, cela apporte une contribution à une conduite efficace de la procédure et à une gestion des dépositions. Cet objectif ne peut être respecté que si cette ordonnance qui a été annoncée est respectée et non modifiée. La Chambre est pertinemment informée des circonstances de cette procédure et que du fait de ces circonstances, il peut parfois être nécessaire d'adapter l'ordre de comparution des témoins. La Chambre s'attend également à ce que les parties coopèrent en toute bonne foi pour pouvoir parvenir à un accord lorsque cela sera possible. Toutefois, elle convient avec la défense qu'en introduisant cette notion de témoin alternatif, dans une certaine mesure, le procureur s'est écarté des consignes de la Chambre et a ainsi introduit un certain degré d'incertitude qui n'est pas souhaitable. La Chambre ne souhaite pas non plus faire droit à la demande présentée par la défense
à savoir, voilà, la défense devrait être autorisée à bénéficier d'une suspension d'audience pour se préparer, car nous pensons qu'il n'est absolument pas souhaitable de perturber le déroulement de la procédure. En début de procès en plus. En conséquence, la Chambre ne fait pas droit à la demande présentée par le procureur, demande qui consistait à modifier l'ordre de comparution de ces témoins. Ceci étant dit, la Chambre réitère qu'elle exhorte les parties à prendre contact les uns avec les autres, et ce en toute bonne foi, afin d'essayer de trouver un accord lorsque cela est possible, notamment eu égard au témoin 579, qui ne va pas venir avant au moins 2 semaines. De plus, l'accusation a d'ores et déjà déclaré que la déposition de ce témoin sera limitée dans le temps et pourrait très certainement se terminer avant la première interruption des audiences. Ce qui fait que cela ne demandera pas une longue analyse. Et je répète donc que nous, les parties, à se consulter et à trouver un accord compte tenu des dispositions logistiques qui ont déjà été prises par l'unité des victimes et des témoins. Voilà pour ce qui est de cette décision que je viens de rendre. Et ceci étant dit, je donne maintenant la parole à Maître Massida. Je suppose que vous allez maintenant présenter la thèse des victimes et des témoins. Que je pourrais terminer mes déclarations liminaires dans les 45-50 minutes qui restent. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, 726 victimes participent à ce procès. Femmes, hommes, enfants, qui ont directement souffert des événements qui se sont déroulés en République de Côte d'Ivoire entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011. Certaines d'entre elles ont subi des violences physiques, sexuelles et ont été humiliées, portant encore aujourd'hui les traces de cette humiliation qui se traduit en autant de stigmatisation. Pour d'autres, le meurtre de ceux qui leur étaient chers, notamment membres de leur famille, est inscrit de manière indélébile dans leur mémoire. Toutes ont souffert de dommages moraux, des souffrances psychologiques, et à cela s'ajoutent, pour la plupart d'entre elles, des souffrances physiques. Briser le silence. C'est en grande partie ce à quoi aspirent les victimes que je représente aujourd'hui. Briser le silence qui entoure les événements terribles auxquels elles ont été confrontées. Le silence comme frein à la justice, la parole comme premier pas vers l'établissement de la vérité et vers un accès à la justice. Briser le silence enfin, en mettant des mots sur des actes, en identifiant les crimes qui correspondent aux souffrances et aux dommages qu'elles ont subis, en apportant une réponse à ce qui s'est passé. Les victimes que je représente aujourd'hui témoignent toutes, à travers le récit des événements qui les ont touchées, de la nature particulièrement cruelle des crimes qui les ont accablés, mais également de leur caractère généralisé et systématique. Caractère généralisé en raison de la portée des attaques et des crimes commis. Géographiquement d'abord, tous les quartiers et arrondissements d'Abidjan ont été touchés, mais également d'autres endroits, d'Aukro, Bédigoison.
Caractère généralisé en raison du grand nombre de victimes occasionnées. Des familles et des communautés entières ont été touchées. Caractère généralisé ensuite en raison de l'âge des victimes et de leur sexe, sans limite et sans égard quant à la vulnérabilité de certaines d'entre elles. Caractère généralisé enfin en raison de la nature des crimes perpétrés touchant l'ensemble des victimes concernées humainement, moralement, physiquement et matériellement. Certaines victimes ont été arrêtées alors que se rendaient à des marches pacifiques, parfois enlevées, torturées, détenues sans raison pendant des semaines dans des préfectures de police ou dans des centres de détention. D'autres ont vu leurs fils, filles, mères, pères, oncles, tantes, voisins, frères, sœurs, froidement abattus, quelquefois sous leurs yeux, lors d'attaques dirigées contre eux dans des lieux publics, des lieux de culte ou dans leurs maisons et propriétés. Nombreuses jeunes filles et femmes ont été victimes de violences sexuelles indépendantes de leur âge. Des communautés entières ont été obligées de se cacher pour peur d'être arrêtées uniquement à cause de leur nom de famille, de leur pays d'origine ou de leur quartier de résidence. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, dans un communiqué du 30 mars 2011, dénonçait les attaques et destructions contre les mosquées et les lieux de culte musulmans et affirmait, je cite, « La crise qui mine notre pays depuis plus d'une décennie trouve sa source dans des questions d'ordre politique mal posées et mal résolues. » Fin de citation. En effet, les victimes indiquent que les attaques aux mosquées et aux lieux de culte étaient récurrentes, tout comme les meurtres d'imams. De façon non exhaustive, entre le 17 décembre 2010 et le 9 mars 2011, les victimes indiquent que les mosquées suivantes étaient attaquées. La mosquée Andokoï 3 à Abobo, la mosquée Bougouniquin à Abobo, la mosquée Lem à Yopougon, la mosquée Sidessi Marché à Yopougon, la mosquée de Dabré à Alépé, la grande mosquée de Koumassi, la mosquée du Banco à Yopougon, la mosquée de Blocus à Cocody, la mosquée Fitia à Abobo, la mosquée de Kouté à Yopougon. Entre le 8 et le 19 mars 2011, le grand imam de Bloléquin et son fils, l'imam de la grande mosquée de Port-Bouët II, l'imam de la mosquée Zaouia et son fils ont été tués. Ces attaques étaient consciemment préparées et dirigées contre des personnes de certaines ethnies considérées, à tort ou à raison, comme des partisans d'un adversaire politique qu'il fallait empêcher par tous les moyens d'accéder à la présidence. Madame, Messieurs les juges, les massacres commis durant la crise, les populations ciblées et les critères de ciblage appellent un bref rappel de l'histoire récente. Depuis la période coloniale, la Côte d'Ivoire des flux migratoires ouest-africains. Cette immigration sous-régionale s'accompagne de migrations internes du nord vers le sud du pays. Ces mouvements migratoires sont liés à la mise en place d'une agriculture de plantation, notamment café et cacao, par le colonisateur français dans les zones frontalières
et les villes du Sud qui s'opposent aux savanes désertiques du Nord. L'indépendance du pays, proclamée le 7 août 1960, ne remet pas en question cet héritage. Le président, Félix Houphouët-Boigny, met en place une stratégie d'accueil des étrangers afin de soutenir le développement économique du pays. Si cette politique a largement contribué à la réalisation du miracle ivoirien sur le plan économique, elle a aussi engendré une nouvelle composition de la société ivoirienne, organisée en une mosaïque ethnique et linguistique. En effet, la Côte d'Ivoire est composée d'une soixantaine de groupes culturels. À cette mosaïque s'ajoute un clivage religieux. Sans oublier que la Côte d'Ivoire compte sur son sol un grand nombre d'étrangers ouest-africains et européens. Cette diversité est devenue source de tensions communautaires utilisées à des fins politiques dans un contexte de crise politique, économique et sociale à partir des années 80. La stabilité politique de la Côte d'Ivoire, longtemps présentée comme un modèle, prend fin avec la mort de Félix Houphouët-Boigny, comme déjà énoncé hier par l'accusation, le 7 décembre 1993. La guerre de succession entre les deux héritiers, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, se cristallise autour de la définition d'une identité ivoirienne, remettant en cause la politique d'ouverture et d'intégration des étrangers. Bédié introduit la référence identitaire dans le débat national en réactivant un vieux concept, celui de l'ivoirité. Ce néologisme a été utilisé pour la première fois en 1974 dans un article intitulé « Ivoirité et authenticité », paru dans le journal Fraternité Matin, proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, le parti unique depuis l'indépendance et jusqu'en 1990. Cependant, ce concept a été oublié à une époque où la Côte d'Ivoire était en pleine expansion économique. Et le discours présidentiel prônait l'ouverture à l'immigration étrangère. Le terme d'ivoirité a été par la suite officialisé lors d'un discours présidentiel à l'occasion du 10e congrès du PDCI le 26 août 1995. La politique d'ouverture aux frères africains et d'intégration nationale est largement remise en cause. Les idéologues du PDCI, parti au pouvoir à l'époque, lancent un nouveau slogan. Houphouët-Boigny a été le président des Africains. Henri Konan Bédié sera le président des Ivoiriens. La construction de la nouvelle nation ivoirienne s'inscrit donc dans la distinction à établir entre les Africains d'une part et les Ivoiriens d'autre part. Le concept oppose les Ivoiriens majoritairement musulmans des savanes du Nord aux Ivoiriens chrétiens du Sud forestier. Les groupes ethniques du Sud, majoritairement chrétiens ou animistes, ont entretenu l'idée que les migrants musulmans des savanes du Nord n'ont jamais été chez eux dans le Sud. L'assimilation des Ivoiriens du Nord aux étrangers musulmans venus de l'Afrique de l'Ouest francophone a dès lors renforcé le sentiment que les Ivoiriens du Nord étaient des étrangers.
les populations du Nord, notamment les Djoula ou les Malinké, ont des patronymes identiques à ceux des immigrés de même ethnie provenant des pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Mali ou encore la Guinée. Ils ont été dès lors systématiquement soupçonnés d'être des étrangers. Dès lors, les injustices se sont fait légion à leur égard. Certains ont vu leurs pièces d'identité détruites par les forces de l'ordre. Ils n'étaient plus en mesure d'obtenir de nouvelles cartes d'identité ou de passeports. Ils ne pouvaient pas obtenir de certificat de nationalité ou voter. Le 26 août 1995, Henri Konan Bédié, alors président, renforce le concept d'ivoirité, selon lequel une personne serait ivoirienne seulement si ses 4 grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire. Selon lui, ce concept permettait à la Côte d'Ivoire de mieux préserver son identité. Cela lui permettrait également d'évincer son principal rival politique, Alassane Ouattara, originaire du nord du pays. Le fait d'avoir poursuivi ses études au Burkina Faso et d'avoir été envoyé occuper des autres fonctions pour l'État burkinabé permettait dès lors le rejet de sa candidature. L'histoire de la Côte d'Ivoire bascule le 24 décembre 1999. Suite à une mutinerie qui s'est transformée en coup d'État, Henri Konan Bédié est renversé par l'armée et remplacé par le général Robert Guéhi. L'ivoirité reste utilisée dans la politique du pays pour limiter la vie sociale des Ivoiriens d'origine douteuse. C'est dans ces conditions que le 23 juillet 2000, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Son article 35 stipule « Tout candidat au poste de président de la République doit être ivoirien d'origine, de père et de mère eux-mêmes ivoiriennes d'origine, et ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. » C'est en application de cet article que la nouvelle candidature d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2000 est invalidée par une décision de la Cour suprême du 6 octobre 2000. Une répression organisée par le général Guéhi et ensuite par les forces pro-Gbagbo s'abat sur les militants du Rassemblement des Républicains, le RDR, contestant l'exclusion de leur leader du jeu politique. Cette répression s'est même étendue aux personnes assimilées aux militants du RDR en raison de leur origine nationale, ethnique ou de leur religion. Les massacres de l'année 2000 ont bénéficié d'une totale impunité. L'unité nationale était donc déjà largement ébranlée lorsqu'il intervient une tentative de coup d'État le 19 septembre 2002 que, comme l'accusation l'a relevé hier, essentiellement partage le pays en deux. Le sud, contrôlé par les forces armées de Côte d'Ivoire, et le nord, contrôlé par les forces armées des forces nouvelles. Or, la date du 19 septembre 2002 ne constitue que le point culminant d'une détérioration progressive de la vie sociopolitique ivoirienne qui avait commencé avec le décès de Félix Houphouët-Boigny. La plupart des victimes que je représente considèrent que les événements de 2002 sont directement liés à ceux qui se sont déroulés lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Pour elle, les crimes commis entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011 s'inscrivent dans le contexte de la politique prônée par les cadres du FPI
une fois parvenu au pouvoir en octobre 2000. Et donc, les événements qui se sont déroulés fin 2010, début 2011, trouvent leur origine dans le concept d'ivoirité et son application politique. Ils doivent donc être lus à la lumière de la récente histoire ivoirienne. Les crimes dont les victimes que je représente ont souffert ont été commis dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan soigneusement organisé dont le but était le maintien au pouvoir à tout prix de M. Laurent Gbagbo à travers l'utilisation tant de moyens privés que de moyens publics. Dans ce but, une campagne médiatique a été menée pour déstabiliser Alassane Ouattara ainsi que les militants du RDR et les personnes qui leur étaient assimilées de par leur origine nationale, leur ethnie ou leur religion. Cette campagne s'est accentuée durant les différentes rencontres organisées par le FPI lors de la campagne présidentielle. La presse écrite ainsi que les réseaux sociaux ont servi de support à cette politique. Il ne vous échappera pas, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, que certains thèmes utilisés à partir de 1995 réapparaissent lors des événements de 2010-2011. Le 24 novembre 2010, Ben Soumaro, ancien directeur de la RTI et député à l'Assemblée nationale, face aux militants du FPI à la maison communale de Cocody, tenait ces propos. Je cite. « Comment puis-je penser un instant que vous puissiez laisser ces gens continuer d'insulter les Ivoiriens? Nous ne ménagerons aucun mot pour vous dire ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont été et ce qu'ils veulent nous cacher. Tout sera dévoilé. Chers amis, je plaide coupable du crime de xénophobie sélective. Alassane Ouattara est un étranger. » Fin de citation. Dans ce contexte, il est évident que les crimes commis entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011 s'inscrivent dans le cadre d'un plan concerté afin de maintenir M. Gbagbo au pouvoir, plan qui ne pouvait se concrétiser qu'avec la destruction de son adversaire ainsi que de ceux qui le soutenaient par tous les moyens possibles. Les cibles étaient choisies en raison de leur appartenance ethnique, Djoula, Mossi, Sénoufo, Baoulé, religieuse, musulmans, ou de leur nationalité, citoyennes d'États de l'Ouest africain tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les événements qui nous occupent ont fait des centaines de morts et de blessés, ainsi que des centaines de femmes violées. Le nombre de victimes est beaucoup plus élevé de celui des victimes admises à participer au procès. Toutes les victimes que je représente aujourd'hui ont des difficultés pour se reconstruire, n'ont pas d'argent pour se soigner, ne bénéficient d'aucune assistance conséquente. Le traumatisme lié à ce qu'elles ont vécu occupe encore l'essentiel de leur quotidien, perdurant sans relâche leur victimisation. Les victimes résident toujours dans les endroits où les crimes dont elles ont souffert ont été commis. Or, dans la ville d'Abidjan, dans les mêmes quartiers, cohabitent communautés d'ethnies et religions différentes. Si bien que les victimes cohabitent toujours avec leurs bourreaux dans les endroits où les crimes dont elles ont souffert ont été commis. Pour ne citer qu'un exemple, le quartier de Yopougon a été historiquement habité par des personnes originaires de l'ouest de la Côte d'Ivoire, pro-Gbagbo. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce quartier
s'est toujours présenté comme un bastion du FPI. Par la suite, l'urbanisation a abouti à l'installation de personnes originaires du nord du pays au sein de ce quartier. Ainsi, qu'il s'agisse du sous-quartier de Mamifété ou de Doucouré, les victimes que je représente se retrouvent très minoritaires et doivent vivre aux côtés de leurs agresseurs. Outre une revictimisation continuelle, cette cohabitation rend la situation sécuritaire précaire encore aujourd'hui. Mais l'ancien président ne pouvait pas agir toute seule. Un plan d'une telle ampleur ne pouvait pas être accompli par une seule et unique personne. En effet, ce plan a pu être mis en place grâce à l'action de l'entourage de M. Gbagbo. À ce propos, les victimes regrettent que Mme Gbagbo ne soit pas elle aussi à l'AI. Elle considère que la vérité sur les événements qui se sont déroulés lors de la crise post-électorale ne sera pas complètement dévoilée, ni leurs histoires réellement comprises, jusqu'à ce que le rôle majeur joué par l'ancienne première dame lors de la crise soit mis en lumière devant une cour de justice. En effet, ils estiment que le procès qui a eu lieu en Côte d'Ivoire l'année dernière ne concernait pas les événements de la crise post-électorale. Son rôle ne se limitait pas à soutenir son mari. Elle militait activement pour assurer le maintien de son époux au pouvoir. De nombreuses sources relatent de son engagement dans la lutte politique. À titre d'exemple, je souhaite attirer votre attention sur un discours prononcé par Mme Gbagbo le 15 janvier 2011 au cours d'un meeting de jeunes au Palais de la Culture d'Abidjan, dans lequel elle proclamait, je cite, « Comme vous ne voulez pas qu'on dise son nom, je vous propose qu'on l'appelle le chef bandit. Et donc, quand je dirai chef bandit, vous saurez de qui nous parlons. La vérité finit toujours par triompher. Et elle a encore triomphé. Le chef bandit n'a pas gagné les élections. La nation, votre mère, vous appelle. Vous n'avez qu'une seule Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le diable et ses acolytes la menacent. Vous devez la défendre contre celui qui veut la dénaturer et la prostituer par ses mensonges et son banditisme. Alassane Dramane Ouattara doit être renvoyé à Sindou au Burkina, chez lui. » Fin de citation. M. Blé Goudé était également un membre influent, dévoué et loyal de l'entourage de M. Gbagbo. À l'époque des faits, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, surtout leader des jeunes patriotes et porte-parole de M. Gbagbo auprès d'eux, a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre du plan commun. Les agissements des jeunes patriotes, mouvement créé en septembre 2002, une semaine après la tentative de coup d'État, sont une composante essentielle de ce plan commun. Les victimes font référence essentiellement à deux formes de violence dont les jeunes patriotes se sont rendus responsables au cours de la crise post-électorale. Les pillages et les multiples barrages érigés par des soi-disant comités de surveillance de quartier tenus par les jeunes patriotes à Abidjan. La rue était donc le principal moyen de conquête ou de maintien du pouvoir. Et qui, mieux que le général de la rue, pouvait mettre en place un système efficace, rodé depuis des années, simple et rapide à exécuter. L'usage des barrages et pillages à Abidjan lors de la crise post-électorale intervient dans un contexte qu'il convient de préciser et doivent être analysés
dans le cadre de la bataille politique relative aux résultats de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. La déposition avait été prévue au départ en 7e position, mais qui ne pourrait pas être terminée avant la première interruption du calendrier des audiences de la Chambre. La défense de M. Gbagbo a soulevé des objections à ces changements en avançant que cela s'apprête les droits de la défense du fait de la préparation. La Chambre constate que, comme cela a été indiqué par la défense de M. Gbagbo, ce concept qui consiste à faire appel à d'autres témoins a été présenté par le procureur de sa propre initiative et non en respect d'une ordonnance rendue par la Chambre. Comme cela a été déclaré lors de la conférence de mise en état convoquée le 14 janvier 2016, et il s'agit d'une question de principe, ces témoins qui sont des témoins alternatifs devront être entendus avant que les 20 premiers témoins aient terminé leur déposition. Et je cite moi-même, car cela doit être consigné aux fins du compte-rendu d'audience. Donc, ces témoins devraient être entendus même à la fin, afin de donner à la défense le temps suffisant pour se préparer. Cela est absolument clair et nous allons nous assurer que cela sera le cas. Ne vous préoccupez pas, maître Altit. Fin de la citation. Effectivement, la Chambre a demandé et a ordonné à l'accusation d'indiquer quels seraient leurs 20 premiers témoins à charge, ainsi que l'ordre de comparution de ces témoins, et ce pour faciliter non seulement les préparations de la défense, mais également les préparations de la Chambre. Et ainsi, cela apporte une contribution à une conduite efficace de la procédure et à une gestion des dépositions. Cet objectif ne peut être respecté que si cette ordonnance qui a été annoncée est respectée et non modifiée. La Chambre est pertinemment informée des circonstances de cette procédure et que du fait de ces circonstances, il peut parfois être nécessaire d'adapter l'ordre de comparution des témoins. La Chambre s'attend également à ce que les parties coopèrent en toute bonne foi pour pouvoir parvenir à un accord lorsque cela sera possible. Toutefois, elle convient avec la défense qu'en introduisant cette notion de témoin alternatif, dans une certaine mesure, le procureur s'est écarté des consignes de la Chambre et a ainsi introduit un certain degré d'incertitude qui n'est pas souhaitable. La Chambre ne souhaite pas non plus faire droit à la demande présentée par la défense, à savoir, la défense devrait être autorisée à bénéficier d'une suspension d'audience pour se préparer, car nous pensons qu'il n'est absolument pas souhaitable de perturber le déroulement de la procédure en début de procès en plus. En conséquence, la Chambre ne fait pas droit à la demande présentée par le procureur, demande qui consistait à modifier l'ordre de comparution de ces témoins. Ceci étant dit, la Chambre réitère qu'elle exhorte les parties à prendre contact les uns avec les autres, et ce en toute bonne foi, afin d'essayer de trouver un accord lorsque cela est possible, notamment eu égard au témoin 579, qui ne va pas venir avant au moins 2 semaines. De plus, l'accusation a d'ores et déjà déclaré que la déposition de ce témoin sera limitée dans le temps et pourrait très certainement se terminer avant la première interruption des audiences. Ce qui fait que cela ne demandera pas une longue analyse. Et je répète donc que les parties à se consulter et à trouver un accord compte tenu des dispositions logistiques qui ont déjà été prises par l'unité des victimes et des témoins. Voilà pour ce qui est de cette décision que je viens de rendre. Et ceci étant dit, je donne maintenant la parole à Maître Massida. Je suppose que vous allez maintenant présenter la thèse des victimes et des témoins. Que je pourrais terminer mes déclarations liminaires dans les 45-50 minutes qui restent.
Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, 726 victimes participent à ce procès. Femmes, hommes, enfants, qui ont directement souffert des événements qui se sont déroulés en République de Côte d'Ivoire entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011. Certaines d'entre elles ont subi des violences physiques, sexuelles et ont été humiliées, portant encore aujourd'hui les traces de cette humiliation qui se traduit en autant de stigmatisation. Pour d'autres, le meurtre de ceux qui leur étaient chers, notamment membres de leur famille, est inscrit de manière indélébile dans leur mémoire. Toutes ont souffert de dommages moraux, des souffrances psychologiques, et à cela s'ajoutent, pour la plupart d'entre elles, des souffrances physiques. Briser le silence. C'est en grande partie ce à quoi aspirent les victimes que je représente aujourd'hui. Briser le silence qui entoure les événements terribles auxquels elles ont été confrontées. Le silence comme frein à la justice, la parole comme premier pas vers l'établissement de la vérité et vers un accès à la justice. Briser le silence enfin, en mettant des mots sur des actes. Connu sous le nom de place CP1, et notamment cette fois-ci concernant l'incident du 12 avril à Yopougon, bien qu'il ait dit que, et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur cela, il est dit que M. Blé Goudet avait déjà fui au Ghana au moment de cet incident. Sa contribution a précédé la réalisation du crime, en ce sens qu'il s'était engagé dans des efforts importants pour mobiliser la jeunesse, tout particulièrement à Yopougon, pour exercer une violence contre les civils. Deuxièmement, il a prononcé des discours et fait des déclarations publiques devant les membres de la jeunesse, des milices et devant les mercenaires. Suite à la structure, donc, et du fait de la structure même des forces pro-Gbagbo, le rôle de M. Blé Goudet dans l'entourage immédiat et son autorité sur les composantes des forces pro-Gbagbo lui ont permis d'amener ces forces à contribuer au crime. Concernant l'intention de M. Blé Goudet et sa connaissance des faits, il a participé à la conception du plan commun et y a contribué en pleine conscience des conséquences, c'est-à-dire du fait que seraient perpétrés les crimes retenus ici et la préparation de ces crimes. Deuxièmement, les ordres dans le cadre du 25.3b, les dépositions montreront que M. Blé Goudet avait un poste d'autorité sur les jeunes pro-Gbagbo. Il était général, il était reconnu comme leur général et il les traitait comme, ceux-ci le traitaient comme leur dirigeant, leur chef de file. Même les chefs de file des jeunes, lorsqu'il y avait une lutte interne, ils continuaient à suivre son message, à agir sous ses ordres. M. Blé Goudet a également engagé et encouragé les forces pro-Gbagbo à commettre les crimes qui nous intéressent en les encourageant, en les excusant et en légitimant leur conduite criminelle. Et je vous renvoie aux mémoires préliminaires pour davantage de détails sur ces modes. M. Blé Goudet, l'encouragement moral de M. Blé Goudet pour amener les auteurs à aller dans ce sens est également ce qui explique les modes de responsabilité dans le cadre de l'article 25.3c et le fait qu'il ait cherché à les aider et apporter son aide et son concours. En outre, il a également apporté un encouragement et a donné son approbation aux crimes commis, ainsi qu'à apporté un soutien matériel sous forme de soutien financier, de formation et d'armement. Monsieur Blé Goudet a également cherché à aider à la commission des crimes et était conscient que sa conduite aiderait les auteurs. Et enfin, dans le cadre du 25.3d, la conduite de M. Blé Goudet a constitué
un encouragement moral et un soutien matériel ou une aide au groupe de personnes qui ont agi dans un objectif commun et qui ont commis les crimes qui nous intéressent. Les circonstances factuelles décrites plus haut s'appliquent également à ce mode de responsabilité. Là encore, nous faisons référence à notre mémoire préliminaire. Et en conclusion, Madame, Messieurs les juges, je voudrais vous dire que dès à présent, au début de notre présentation des moyens à charge, nous appellerons 6 témoins de ces crimes, 6 hommes et femmes ivoiriens qui raconteront leur propre histoire, l'histoire de leurs blessures et des pertes subites, et qui sont le résultat des crimes dont sont accusés ces deux accusés. Et les dépositions dans cette affaire montreront, au-delà de tout doute raisonnable, que les deux accusés sont individuellement et pénalement responsables de ces crimes et de tous les crimes dont ils sont accusés. Madame, Messieurs les juges, les moyens à charge de l'accusation, et rien d'autre dans cette affaire, parleront d'eux-mêmes. Merci. Thank you, Mr. McDonald, and thank you to... Le juge président, je vous remercie, Monsieur MacDonald, et je remercie le bureau du procureur. Avant de donner la parole à la représentante légale des victimes, je voudrais juste vous donner lecture d'une décision orale au sujet de la question des autres témoins, parce que c'est une question qui a été laissée pendante, et je pense que le moment est venu de rendre une décision maintenant. Donc, avant de donner la parole à la représentante légale des victimes, la Chambre va maintenant rendre une décision orale eu égard à l'ordre de comparution des témoins. C'est la décision qui a été appelée la décision relative aux autres témoins. Il faut absolument rendre cette décision aujourd'hui et maintenant afin justement d'assurer l'efficacité de la procédure et compte tenu de la complexité des mesures logistiques qui doivent être prises et qui sont de la responsabilité de l'unité des victimes et des témoins. Cette décision vous donnera également sera en fait le premier exemple d'un exercice concret de gestion du procès de la part de la Chambre, car cette Chambre est déterminée à exercer cette capacité, et cela émane des principes généraux d'oralité, d'équité, de célérité, droit de la défense, etc., dont j'ai parlé hier. Le 21 janvier 2016, le procureur a notifié la Chambre, les parties et les participants de son intention de modifier l'ordre de comparution des témoins tel que suit. Premièrement, le témoin P0187, qui avait été considéré comme un témoin alternatif et qui devrait être appelé comme le 5e témoin, et ce, au lieu du témoin P398. Il avait également été dit en deuxième lieu que le témoin P579, qui avait été au départ considéré comme un témoin alternatif, serait convoqué comme le 7e témoin et donc avant le témoin P369, dont la... En effet, la Côte d'Ivoire est composée d'une soixantaine de groupes culturels. À cette mosaïque s'ajoute un clivage religieux. Sans oublier que la Côte d'Ivoire compte sur son sol un grand nombre d'étrangers ouest-africains et européens. Cette diversité est devenue source de tensions communautaires utilisées à des fins politiques dans un contexte de crise politique, économique et sociale à partir des années 80. La stabilité politique de la Côte d'Ivoire, longtemps présentée comme un modèle, prend fin avec la mort de Félix Houphouët-Boigny, comme déjà énoncé hier par l'accusation, le 7 décembre 1993.
La guerre de succession entre les deux héritiers, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, se cristallise autour de la définition d'une identité ivoirienne, remettant en cause la politique d'ouverture et d'intégration des étrangers. Bédié introduit la référence identitaire dans le débat national en réactivant un vieux concept, celui de l'ivoirité. Ce néologisme a été utilisé pour la première fois en 1974 dans un article intitulé « Ivoirité et authenticité », paru dans le journal Fraternité Matin, proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, le parti unique depuis l'indépendance et jusqu'en 1990. Cependant, ce concept a été oublié à une époque où la Côte d'Ivoire était en pleine expansion économique. Et le discours présidentiel prônait l'ouverture à l'immigration étrangère. Le terme d'ivoirité a été par la suite officialisé lors d'un discours présidentiel à l'occasion du 10e congrès du PDCI le 26 août 1995. La politique d'ouverture aux frères africains et d'intégration nationale est largement remise en cause. Les idéologues du PDCI, parti au pouvoir à l'époque, lancent un nouveau slogan. Houphouët-Boigny a été le président des Africains. Henri Konan Bédié sera le président des Ivoiriens. La construction de la nouvelle nation ivoirienne s'inscrit donc dans la distinction à établir entre les Africains d'une part et les Ivoiriens d'autre part. Le concept oppose les Ivoiriens majoritairement musulmans des savanes du Nord aux Ivoiriens chrétiens du Sud forestier. Les groupes ethniques du Sud, majoritairement chrétiens ou animistes, ont entretenu l'idée que les migrants musulmans des savanes du Nord n'ont jamais été chez eux dans le Sud. L'assimilation des Ivoiriens du Nord aux étrangers musulmans venus de l'Afrique de l'Ouest francophone a dès lors renforcé le sentiment que les Ivoiriens du Nord étaient des étrangers. Les populations du Nord, notamment les Djoula ou les Malinké, ont des patronymes identiques à ceux des immigrés de même ethnie provenant des pays voisins, notamment le Burkina Faso, le Mali ou encore la Guinée. Ils ont été dès lors systématiquement soupçonnés d'être des étrangers. Dès lors, les injustices se sont fait légion à leur égard. Certains ont vu leurs pièces d'identité détruites par les forces de l'ordre. Ils n'étaient plus en mesure d'obtenir de nouvelles cartes d'identité ou de passeport. Ils ne pouvaient pas obtenir de certificat de nationalité ou voter. Le 26 août 1995, Henri Konan Bédié, alors président, renforce le concept d'ivoirité, selon lequel une personne serait ivoirienne seulement si ses 4 grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire. Selon lui, ce concept permettait à la Côte d'Ivoire de mieux préserver son identité. Cela lui permettrait également d'évincer son principal rival politique, Alassane Ouattara, originaire du nord du pays. Le fait d'avoir poursuivi ses études au Burkina Faso et d'avoir été envoyé occuper des autres fonctions pour l'État burkinabé permettait dès lors le rejet de sa candidature. L'histoire de la Côte d'Ivoire bascule le 24 décembre 1999. Suite à une mutinerie qui s'est transformée en coup d'État, Henri Konan Bédié
est renversé par l'armée et remplacé par le général Robert Guéhi. L'ivoirité reste utilisée dans la politique du pays pour limiter la vie sociale des Ivoiriens d'origine douteuse. C'est dans ces conditions que le 23 juillet 2000, une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Son article 35 stipule « Tout candidat au poste de président de la République doit être ivoirien d'origine, de père et de mère eux-mêmes ivoiriennes d'origine, et ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. En identifiant les crimes qui correspondent aux souffrances et aux dommages qu'elles ont subis, en apportant une réponse à ce qui s'est passé. Les victimes que je représente aujourd'hui témoignent toutes, à travers le récit des événements qui les ont touchées, de la nature particulièrement cruelle des crimes qui les ont accablées, mais également de leur caractère généralisé et systématique. Caractère généralisé en raison de la portée des attaques et des crimes commis. Géographiquement d'abord, tous les quartiers et arrondissements d'Abidjan ont été touchés, mais également d'autres endroits d'Aukro, Bédigoison. Caractère généralisé en raison du grand nombre de victimes occasionnées. Des familles et des communautés entières ont été touchées. Caractère généralisé ensuite en raison de l'âge des victimes et de leur sexe, sans limite et sans égard quant à la vulnérabilité de certains d'entre elles. Caractère généralisé, enfin, en raison de la nature des crimes perpétrés touchant l'ensemble des victimes concernées humainement, moralement, physiquement et matériellement. Certaines victimes ont été arrêtées alors que se rendaient à des marches pacifiques, parfois enlevées, torturées, détenues sans raison pendant des semaines dans des préfectures de police ou dans des centres de détention. D'autres ont vu leurs fils, filles, mères, pères, oncles, tantes, voisins, frères, sœurs, froidement abattus, quelquefois sous leurs yeux, lors d'attaques dirigées contre eux dans des lieux publics, des lieux de culte ou dans leurs maisons et propriétés. Nombreuses jeunes filles et femmes ont été victimes de violences sexuelles indépendantes de leur âge. Des communautés entières ont été obligées de se cacher pour peur d'être arrêtées uniquement à cause de leur nom de famille, de leur pays d'origine ou de leur quartier de résidence. Le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, dans un communiqué du 30 mars 2011, dénonçait les attaques et destructions contre les mosquées et les lieux de culte musulmans et affirmait, je cite, « La crise qui mine notre pays depuis plus d'une décennie trouve sa source dans des questions d'ordre politique mal posées et mal résolues. » Fin de citation. En effet, les victimes indiquent que les attaques aux mosquées et aux lieux de culte étaient récurrentes, tout comme les meurtres d'imams. De façon non exhaustive, entre le 17 décembre 2010 et le 9 mars 2011, les victimes indiquent que les mosquées suivantes étaient attaquées. La mosquée Andokoy 3 à Abobo, la mosquée Bougounikan à Abobo, la mosquée Lem à Yopougon, la mosquée Sidessi Marché à Yopougon,
la mosquée de Dabré à Alépé, la grande mosquée de Koumassi, la mosquée du Banco à Yopougon, la mosquée de Blocus à Cocody, la mosquée Fitia à Abobo, la mosquée de Kouté à Yopougon. Entre le 8 et le 19 mars 2011, le grand imam de Bloléquin et son fils, l'imam de la grande mosquée de Port-Bouët II, l'imam de la mosquée Zawiya et son fils ont été tués. Ces attaques étaient consciemment préparées et dirigées contre des personnes de certaines ethnies considérées, à tort ou à raison, comme des partisans d'un adversaire politique qu'il fallait empêcher par tous les moyens d'accéder à la présidence. Madame, Messieurs les juges, les massacres commis durant la crise, les populations ciblées et les critères de ciblage appellent un bref rappel de l'histoire récente. Depuis la période coloniale, la Côte d'Ivoire des flux migratoires ouest-africains. Cette immigration sous-régionale s'accompagne de migrations internes du nord vers le sud du pays. Ces mouvements migratoires sont liés à la mise en place d'une agriculture de plantation, notamment café et cacao, par le colonisateur français dans les zones frontalières et les villes du sud qui s'opposent aux savanes désertiques du nord. L'indépendance du pays, proclamée le 7 août 1960, ne remet pas en question cet héritage. Le président, Félix Houphouët-Boigny, met en place une stratégie d'accueil des étrangers afin de soutenir le développement économique du pays. Si cette politique a largement contribué à la réalisation du miracle ivoirien sur le plan économique, elle a aussi engendré une nouvelle composition de la société ivoirienne, organisée en une mosaïque ethnique et linguistique. C'est en application de cet article que la nouvelle candidature d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2000 est invalidée par une décision de la Cour suprême du 6 octobre 2000. Une répression organisée par le général Guéhi et ensuite par les forces pro-Gbagbo s'abat sur les militants du Rassemblement des Républicains, RDR, contestant l'exclusion de leur leader du jeu politique. Cette répression s'est même étendue aux personnes assimilées aux militants du RDR en raison de leur origine nationale, ethnique ou de leur religion. Les massacres de l'année 2000 ont bénéficié d'une totale impunité. L'unité nationale était donc déjà largement ébranlée lorsqu'il intervient une tentative de coup d'État le 19 septembre 2002 que, comme l'accusation l'a relevé hier, essentiellement partage le pays en deux. Le sud, contrôlé par les forces armées de Côte d'Ivoire, et le nord, contrôlé par les forces armées des forces nouvelles. Or, la date du 19 septembre 2002 ne constitue que le point culminant d'une détérioration progressive de la vie sociopolitique ivoirienne qui avait commencé avec le décès de Félix Houphouët-Boigny. La plupart des victimes que je représente considèrent que les événements de 2002 sont directement liés à ceux qui se sont déroulés lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Pour elles, les crimes commis entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011 s'inscrivent dans le contexte de la politique prônée par les cadres du FPI
une fois parvenus au pouvoir en octobre 2000. Et donc, les événements qui se sont déroulés fin 2010, début 2011, trouvent leur origine dans le concept d'ivoirité et son application politique. Ils doivent donc être lus à la lumière de la récente histoire ivoirienne. Les crimes dont les victimes que je représente ont souffert ont été commis dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan soigneusement organisé dont le but était le maintien au pouvoir à tout prix de M. Laurent Gbagbo à travers l'utilisation tant de moyens privés que de moyens publics. Dans ce but, une campagne médiatique a été menée pour déstabiliser Alassane Ouattara ainsi que les militants du RDR et les personnes qui leur étaient assimilées de par leur origine nationale, leur ethnie ou leur religion. Cette campagne s'est accentuée durant les différentes rencontres organisées par le FPI lors de la campagne présidentielle. La presse écrite ainsi que les réseaux sociaux ont servi de support à cette politique. Il ne vous échappera pas, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, que certains thèmes utilisés à partir de 1995 réapparaissent lors des événements de 2010-2011. Le 24 novembre 2010, Ben Soumaro, ancien directeur de la RTI et député à l'Assemblée nationale, face aux militants du FPI à la maison communale de Cocody, tenait ces propos. Je cite. « Comment puis-je penser un instant que vous puissiez laisser ces gens continuer d'insulter les Ivoiriens? Nous ne ménagerons aucun mot pour vous dire ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont été et ce qu'ils veulent nous cacher. Tout sera dévoilé. Chers amis, je plaide coupable du crime de xénophobie sélective. Alassane Ouattara est un étranger. » Fin de citation. Dans ce contexte, il est évident que les crimes commis entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011 s'inscrivent dans le cadre d'un plan concerté afin de maintenir M. Gbagbo au pouvoir, plan qui ne pouvait se concrétiser qu'avec la destruction de son adversaire ainsi que de ceux que le soutenaient par tous les moyens possibles. Les cibles étaient choisies en raison de leur appartenance ethnique, Djoula, Mossi, Sénoufo, Baoulé, religieuse, musulmans, ou de leur nationalité, citoyens d'États de l'Ouest africain tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les événements qui nous occupent ont fait des centaines de morts et de blessés, ainsi que des centaines de femmes violées. Le nombre de victimes est beaucoup plus élevé de celui des victimes admises à participer au procès. Toutes les victimes que je représente aujourd'hui ont des difficultés pour se reconstruire, n'ont pas d'argent pour se soigner, ne bénéficient d'aucune assistance conséquente. Le traumatisme lié à ce qu'elles ont vécu occupe encore l'essentiel de leur quotidien, perdurant sans relâche leur victimisation. Les victimes résident toujours dans les endroits où les crimes dont elles ont souffert ont été commis. Or, dans la ville d'Abidjan, dans les mêmes quartiers, cohabitent communautés d'ethnies et religions différentes.